experts en conclave sur demande de l'OMS. Genève accueille cette rencontre qui vise à accentuer les réflexions sur les possibilités de fabrication de traitements contre Ebola. Alors que naît une nouvelle branche du mouvement islamiste radical, l'Inde place en état d'alerte plusieurs de ses États. Investir en Tunisie, Startup Democracy, c'est l'intitulé d'une prochaine conférence internationale prévue le 8 septembre en Tunisie. Le but, relancer l'économie du pays. C'est l'heure du journal sur SICA. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Alors, nous démarrons par les nouvelles ayant trait à Ebola dans cette édition. La propagation du virus Ebola qui frappe l'Afrique occidentale s'accélère et les autorités sanitaires internationales ne pensent pas pouvoir y mettre fin avant 6 à 9 mois. La directrice de l'OMS a expliqué que dans les 3 pays où la flambée d'Ebola est la plus intense, l'organisation internationale entend inverser la tendance de l'infection dans les 3 mois. L'Union africaine a annoncé qu'elle se réunirait d'urgence lundi prochain pour définir une stratégie à l'échelle du continent sur l'épidémie d'Ebola qui ne cesse de s'étendre en Afrique de l'Ouest. Le Conseil exécutif de l'Union africaine a précisé mercredi soir dans un communiqué que la réunion qui se tiendra au siège de l'organisation à Addis Abeba examinera également les mesures de suspension des vols et fermeture de ports et frontières. Réunion de réflexion sur Ebola toujours. Genève accueille 200 experts du domaine de la santé sur convocation de l'Organisation mondiale de la santé. Les échanges portent essentiellement sur les possibilités de fabrication des traitements contre le virus. C'est jeudi et vendredi à Genève se réunissent quelques 200 experts pour faire le point sur les traitements expérimentaux existants contre le virus Ebola. Les experts réunis à huis clos sur convocation de l'OMS doivent analyser les possibilités de production et d'utilisation de ces traitements expérimentaux. La réunion vise notamment à informer les autorités réglementaires nationales sur la situation des produits susceptibles d'être utilisés et favoriser les contacts entre les pays touchés et les fabricants. Quel est notre plan? Que pouvons-nous faire pour avoir ces traitements qui n'ont pas encore fait leur preuve? Et je veux appuyer ceci. Ces traitements n'ont pas fait leur preuve pour le moment. Voilà ce que l'on espère avoir. Comment pouvons-nous utiliser les aspects les plus prometteurs de ces traitements qui n'ont pas encore fait leur preuve et les développer le plus vite possible? Tellement développés qu'ils puissent être enregistrés et utilisés dans des centres de traitement autant que possible pour que cela fasse une différence dans la vie de tous. Ensuite, nous aurons un plan. Et à partir de ce plan, nous aurons besoin du soutien de tous, des gouvernements aux agences d'aide au financement. Nous devrons établir comment faire avancer ce plan sur le terrain pour avoir un impact potentiellement sur l'épidémie, mais aussi sur les vies des personnes qui doivent se battre contre l'épidémie. Experimented in the field to make an impact, possibly on the epidemic, but possibly and certainly also on the life of the people who have to fight the epidemic. Une conférence de presse sur les résultats de cette réunion est prévue au thème des travaux vendredi en fin d'après-midi. Soulignons que la communauté internationale accélérait donc ce jeudi sa riposte contre Ebola. L'Union africaine annonçant une réunion d'urgence pour définir une stratégie à l'échelle du continent, tandis que l'OMS propose déjà 8 traitements et 2 vaccins expérimentaux à développer au plus vite. Le 8 septembre prochain, la Tunisie accueillera une conférence internationale intitulée « Investir en Tunisie, Startup Democracy ». Cette rencontre vise à restaurer la confiance des investisseurs afin de relancer l'économie du pays. Le Premier ministre tunisien nous précise ici les attentes de son pays. Ce que nous attendons, c'est réellement cette confiance renouvelée, retrouvée, et puis nous attendons aussi de nos partenaires à réellement passer à l'acte et à investir dans les projets. Et le projet que nous allons présenter, et je pense que ça sera aussi un signal très fort de la nouvelle ère dans laquelle la Tunisie est en train de rentrer. L'idée, c'est vraiment de rentrer dans une équation beaucoup plus naturelle
pour l'investissement. Il ne s'agit pas d'avancer des chiffres, mais de montrer l'intérêt, de susciter l'intérêt. Et c'est ça le but de cet exercice-là. Je pense réellement qu'il y a un fort potentiel dans ce pays. Il y a quelques années de sacrifices. Nous devons sortir et nous avons travaillé sur la stabilisation, que ce soit macroéconomique. Nous avons travaillé aussi sur la réduction de déficit de budget de l'État. Mais vous savez, l'économie, c'est des cycles lents. On prend les décisions aujourd'hui, on en tire les bénéfices dans 2-3 ans. C'est comme ça. Nous sortons d'un État planificateur, d'un État aussi sur le plan politique oppresseur, vers un État qui sera plutôt régulateur et garant aussi d'une paix sociale, parce que l'État aussi, la Tunisie ne peut marcher qu'avec la libre entreprise. Nous allons donner de l'espace au privé, mais l'État restera présent aussi pour garantir la stabilité sociale, ça c'est très important, et aussi la stabilité régionale. Et le Dalai Lama pourrait bien ne pas pouvoir prendre part au sommet des prix Nobel de la paix prévu pour se tenir au Cap. L'Afrique du Sud ne serait pas prête à lui accorder le visa. Actuellement, l'affaire fait grand bruit. Joël Yetonji pour le récit. L'histoire serait-elle tristement en train de se répéter au pays de Nelson Mandela pour le chef spirituel tibétain? Tout porte à le croire. Au dire d'une des porte-paroles du Dalai Lama, le chef spirituel tibétain ne serait pas éligible cette année pour l'obtention de visa en Afrique du Sud. Les autorités s'y seraient opposées. La nouvelle à peine rendue publique, la réaction du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Par voie de presse et sur réseaux sociaux, un démenti formel a été apporté. Au nom du gouvernement, le porte-parole du ministère sud-africain des Affaires étrangères a nié qu'un refus ait été opposé. L'ambassade en Inde, a-t-il mentionné, a reçu une demande de visa du Dalai Lama et la demande est déjà traitée selon la procédure. Il n'y a donc pas de refus. En 2011, une vive polémique avait déjà éclaté lorsque Pretoria avait refusé au Dalai Lama un visa pour participer aux fêtes du 80e anniversaire de Desmond Tutu. Le visa présentement en cause devait permettre au Dalai Lama de participer en octobre au Cap à un sommet mondial des prix Nobel de la paix. Le leader spirituel tibétain, lui-même prix Nobel de la paix, est considéré par Pékin comme un dangereux séparatiste. Faisant partie avec la Chine du groupe des BRICS, l'Afrique du Sud tient à ses bonnes relations avec Pékin, d'où ses incessants remous. Et le sommet de l'OTAN s'est ouvert ce matin même à Newport, au pays de Galles. La soixantaine de chefs d'État et de gouvernements membres ou partenaires de l'organisation ont à se pencher sur les nombreuses crises qui secouent la planète, mais au prix à mort, donc il faut le dire, sur les tensions entre la Russie et l'Ukraine. Les détails à travers cet élément. Dédié initialement au retrait de l'OTAN d'Afghanistan et au passage de relais entre le Danois Anders Rasmussen et le Suédois Jens Stoltenberg, le sommet de Newport sera marqué par les foyers de tensions vives de part et d'autre sur la planète. Ukraine, Irak, Syrie, Libye, le chaos à l'est de l'Ukraine va singulièrement focaliser l'attention. L'Alliance Atlantique, c'est un équilibre permanent entre les investissements nationaux et quelques capacités collectives de l'Alliance. À mon sens, on parle de quelques centaines de millions d'euros, peut-être un peu plus, un peu moins, tout dépend de la manière dont on souhaite équiper ses forces, jusqu'où on va aller, qu'est-ce qu'on inclut dedans aussi. Le monde va très vite. On l'a vu dans la crise ukrainienne, on le voit dans le Sud et en particulier en Irak aujourd'hui. En fait, toutes ces crises germent et éclatent à un moment qu'il est très difficile de prévoir. C'est pour cela qu'il nous faut mettre en place un plan pour la réaction, pour la réactivité des forces de l'OTAN. Un plan pour la réactivité des forces de l'OTAN? La Russie n'a pas attendu que l'épée de Damoclès qui plane sur sa tête l'atteigne avant de montrer sa bonne foi à coopérer pour un dégel de la situation. Quelques heures avant l'ouverture des assises de Newport, le président russe Vladimir Poutine a présenté un plan en 7 points de règlement de la crise en Ukraine, disant espérer au plus tard vendredi un accord final entre Kiev et les rebelles pro-russes. Les assises de l'Alliance Atlantique sont prévues pour durer 2 jours. Thank you very much. Thank you.
Bientôt une nouvelle branche du mouvement Al-Qaïda sur le sous-continent indien. L'annonce a été faite par le nouveau chef du réseau Al-Qaïda. C'était à travers une vidéo diffusée mercredi, vidéo dans laquelle le successeur de Ben Laden affirme que la nouvelle branche entend anéantir les frontières artificielles qui divisent les musulmans dans cette région. Cette entité islamiste entend lever le drapeau de la guerre sainte, rétablir la loi islamique et instaurer la charia à travers le sous-continent indien. Suivons ici un extrait de sa déclaration. J'annonce la bonne nouvelle aux musulmans du monde entier et du sous-continent indien en particulier, que par la grâce de Dieu, gloire à Dieu, une nouvelle branche d'Al-Qaïda a été créée. Il s'agit de Qaïd al-Jihad sous le sous-continent indien. Elle cherche à lever le drapeau du djihad, le retour du pouvoir islamique et l'imposition de sa charia dans l'ensemble du sous-continent indien qui fit un jour partie du pays des musulmans, mais que l'ennemi infidèle a occupé, fragmenté et divisé. C'est une entité qui a été formée pour diffuser l'appel renouvelé de l'imam tchèque Oussama bin Laden, que Dieu lui accorde la miséricorde, un appel à l'Oumma à s'unir autour du mot de Tawhid, de mener le djihad contre ses ennemis, de libérer sa terre, de restaurer sa souveraineté et de faire vivre son califat. L'Inde a placé, il faut le dire, l'Inde a placé déjà en état d'alerte ce jeudi plusieurs de ses États après qu'Al-Qaïda ait annoncé la création d'une nouvelle branche du mouvement islamiste radical sur le sous-continent indien afin de regagner donc de l'influence. En marge du salon de l'IFA qu'accueille la ville de Berlin, le coréen Samsung a dévoilé hier un pack de 3 nouveaux produits. Il s'agit de la VR, de la JAS et de la Note 4. Reportage. La voici, la Galaxy Note 4. Nouveau design avec cadre en métal. Écran plus résistant avec une résolution plus importante. Un stylet perfectionné permettant d'afficher plusieurs applications simultanément ou de sélectionner plusieurs photos pour les glisser tout en même temps et où l'on veut. La Galaxy Note 4 va continuer à définir les standards de l'industrie pour que nos smartphones nous aident à enrichir notre vie, à la rendre plus agréable et plus efficace. Avec la Gear S, c'est une nouvelle version de l'iWatch que Samsung met sur le marché. Quant à la VR, le casque de réalité virtuelle, il suffit de le placer sur les yeux pour avoir une vision à 96 degrés et de promener le regard dans un jeu vidéo à 360 degrés. Avec la Gear S et la VR, votre expérience mobile au quotidien ne sera jamais plus la même. Lancé 2 jours avant le salon de l'IFA, c'est un signal fort que Samsung lance à ses concurrents avec ses 3 produits. Grande rencontre européenne de l'électronique, l'IFA de Berlin se déroule du 5 au 10 septembre prochain. 240 000 visiteurs sont attendus cette année pour découvrir les derniers objets connectés comme ces projecteurs créant une surface tactile ou encore la maison du futur que nous vous invitons à découvrir dans cette vidéographie. Si les murs ont des oreilles, les maisons connectées, elles, ont leur propre intelligence. Elles ont non seulement des oreilles, mais aussi une voix, des yeux et surtout un cerveau, lequel est composé de ses principaux éléments. Bienvenue, Monsieur Martin. Un ou plusieurs capteurs, lecteurs, un microcontrôleur qui analyse les données collectées et la connectivité pour transférer les informations vers les fournisseurs, compagnies d'électricité, supermarchés ou dépanneurs d'électroménager. Vous pensiez être le maître de maison, et si c'était la maison qui maîtrisait tout ? Il n'y a plus de bière. Poussière sur le canapé, aspirateur enclenché. Réparez le lave-vaisselle. Il reste de la bière, chérie? Il n'y a plus de bière. Il n'y a plus de bière. Il n'y a plus de bière.
Malgré tout, ces technologies vont révolutionner la consommation d'énergie et permettre de conséquentes économies. Une personne s'installe dans le canapé du salon pour regarder la télévision, le climatiseur la détecte et se met en route. Le rétroéclairage du téléviseur s'ajuste automatiquement en fonction de la luminosité ambiante et si elle quitte la pièce pour aller dans la cuisine, cette dernière s'éclaire, tandis que la lumière, le climatiseur et la télévision du salon se coupent automatiquement, tout cela grâce à des capteurs de présence, de température et de luminosité. Plus qu'une évolution, une révolution, mais qui n'est pas sans conséquences. Intrusion dans l'intimité des utilisateurs, même consentants, car les informations recueillies par les opérateurs sont lucratives et feront exploser la publicité personnalisée. Parlons à présent du canal de Panama qui fête cette année même son 100e anniversaire. Long de 80 km, celui-ci voit passer 5% du commerce maritime mondial. Ayant atteint aujourd'hui sa capacité maximale, le canal va être élargi pour 4 milliards d'euros. Le Panama a une situation stratégique au carrefour de l'Amérique du Nord et du Sud. Son canal relie les océans Atlantique et Pacifique. Long de 80 km et contrôlé par les États-Unis de 1914 à 1999, il voit passer 5% du commerce maritime mondial. Chaque année, 14 000 bateaux empruntent le canal, transportant plus de 320 millions de tonnes de marchandises, surtout des biens en provenance de Chine, vers leurs consommateurs américains. Aujourd'hui, le canal a atteint sa capacité maximale. Pour s'adapter à un trafic maritime toujours en croissance et aux nouveaux porte-conteneurs géants, un projet d'élargissement est en cours pour plus de 4 milliards d'euros. 2 nouvelles écluses sont en construction à chaque extrémité du canal. Plus larges et plus profondes que celles existantes actuellement, elles pourront accueillir des bateaux appelés Post-Panamax, transportant jusqu'à 13 000 containers contre 5 000 aujourd'hui. Ces écluses, construites sur 3 niveaux, incluront 3 chambres avec chacune 3 bassins de récupération. Au passage d'un bateau, l'eau s'écoule par gravité dans les bassins inférieurs où elle est réutilisée à 60%, rendant le système plus efficace. Il faut dire que la sélection camerounaise de football a débuté les entraînements préparant le match contre la République démocratique du Congo, comptant pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2015. Au cours d'une conférence de presse qu'ils ont tenue à Yaoundé, les Lions indomptables ont affiché leur état d'âme avant le début de la campagne marocaine. Visiblement, l'effectif du sélectionneur Volker veut définitivement tourner la page du mondial raté au Brésil. Nous vous proposons ici quelques extraits de cette conférence de presse. Avec le nouveau départ des Lions, ça c'est clair. Moi j'ai déjà expliqué 1 ou 2 fois aussi vers les médias qu'il n'y avait pas le choix. Après 2 Coupes du Monde comme ça, il faut changer, il faut faire la coupe forte. Ici, maintenant ça doit être une autre génération des joueurs. Parce qu'il faut savoir que dans le foot, c'est comme ça. Il y a le moment donné, il faut couper. Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire. Et de notre côté, comme les joueurs, on fait confiance au staff technique. S'ils ont convoqué certains joueurs ici, ça veut dire qu'ils ont des potentiels, ils ont des qualités pour apporter à l'équipe nationale. Et je pense qu'avec cette qualité-là, si on travaille comme une équipe, comme on sait que nous, on n'a pas les Messi ici, on n'a pas les Ronaldo ici, on a les joueurs camerounais, on va se battre ensemble et juste convaincu qu'avec ça, on a le potentiel pour se qualifier. Et si nous passions à la une des journaux africains, les dernières actualités du continent, c'est à travers la revue africaine que nous propose Joël Yetondi. Démarrons cette revue de presse par l'actualité qui a fait le chou gras au Mali, l'an 1 du président Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir. Se penchant sur le sujet, le quotidien malien Le Prétoire reconnaît que Ibeka aura accompli des avancées remarquables. Le Canard cite en exemple la chute de la tyrannie du camp de Kati, le retour du Mali sur la scène politique et l'engagement décisif dans le dialogue intermalien. C'est ce qui amène le journal L'Indicateur du Renouveau à qualifier cette première année de pouvoir de début laborieux. Toujours dans le même registre, la périodique Info 7 de sa position examine l'an 1 d'Ibrahim Boubacar Keïta avec circonspection. Selon le confrère, le président malien a raté son départ en manquant de se concentrer sur les vraies priorités du pays. D'autres tabloïds du continent se sont intéressés aujourd'hui aux difficultés qu'éprouve le Nigeria et certains de ses voisins à lutter contre le groupe islamiste armé Boko Haram. Jeune Afrique écrit que lors d'une réunion internationale organisée mercredi à Abuja, le Nigeria et 4 de ses voisins
ont appelé la communauté internationale à l'aider afin de tarir l'approvisionnement en armes et en argent de Boko Haram qui menace de s'emparer du nord-est du pays. L'information est également relayée par Le Monde qui titre sur la toile que face à l'offensive généralisée de Boko Haram, le Nigeria appelle à l'aide. Au Bénin, c'est une affaire de construction de bretelles dans la commune de Bopa qui déchaîne les passions à la suite de la déclaration du président de l'Assemblée nationale à Bopa le week-end dernier. Le député Nikes Fayon, ancien ministre des Transports, a fait des clarifications sur l'affaire désormais dénommée bretelles de Bopa. À en croire le quotidien béninois Nouvelle Expression, le député de la mouvance présidentielle, dans une déclaration faite hier, a apporté sa part de vérité qui crédite les propos du chef du Parlement, le professeur Mathurin Kofi Nago. Selon les propos du député Nikes Fayon, rapportés par le quotidien béninois La Nouvelle Tribune, on ne doit pas nier aujourd'hui qu'il y a eu décaissement d'un appui budgétaire d'environ 10 millions de dollars de la Banque africaine de développement qui devrait être utilisé en priorité pour ce projet. Toujours dans cette affaire, le matinal informe dans ses colonnes du jour que la Banque africaine de développement a fait diffuser un communiqué au sujet du dossier de construction de la bretelle de Bopa. Selon le quotidien, la BAD a tenté de démontrer qu'aucun financement n'a été envoyé au gouvernement béninois pour la réalisation de ce chantier, ce qui amène le journal à titrer à sa une « Affaire de la bretelle de Bopa, la BAD s'invite dans un débat politique au Bénin ». Fin de la revue du jour. Merci pour votre attention. Et c'est avec cette revue africaine à nous présenter par Emmanuel Crépy que nous mettons un terme à cette édition. Merci pour votre attention. Au revoir.